Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Night TV International. Bienvenue au lancement de ce nouveau rendez-vous que vous aurez l'occasion de nous voir les dimanches, lundi, mardi, mercredi et jeudi à partir de 19 h pour décrypter l'actualité. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire ce lancement d'émission, de ce rendez-vous que j'espère sera votre rendez-vous quasi quotidien avec toute l'équipe d'Oracle du Nil. Alors pourquoi Oracle? Parce que depuis ce grand carrefour qu'est donc cet oracle du bassin du Nil, notre ambition est de lire entre les lignes, d'anticiper les secousses du monde et de comprendre les forces géopolitiques qui redessinent notre époque. Chaque soir, nous prendrons le temps de l'analyse, du recul et du dialogue sans concession. Et pour cette grande première, notre regard se tourne vers la diplomatie égyptienne. Entre l'urgence des médiations à nos frontières et la redéfinition d'un leadership régional plus pragmatique que jamais, bienvenue dans l'Oracle du Nil. Voici votre tournée dans l'actualité.
Et à présent, place à notre tournée dans l'actualité. Et pour ouvrir cette page, faisons un tour d'horizon des faits marquants au cours de ces dernières heures. Nous allons parcourir non seulement l'actualité locale, mais également l'actualité internationale. On va commencer sans plus tarder avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a affirmé que le gouvernement accorde une grande importance au dossier du règlement des dettes des institutions de presse, en particulier les institutions nationales, et ce conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi afin de renforcer leur rôle national. Il s'est d'ailleurs réuni avec le ministre d'État à l'information Dia Rochwan. Au cours de la réunion, Madbouli a évoqué les directives du président visant à instaurer un dialogue médiatique objectif, ouvert à la diversité des points de vue afin d'enrichir les débats et de sensibiliser le public dans un climat de respect et de compréhension. Et dans l'actualité régionale, le président libanais Joseph Aoun a appelé les États-Unis à rester aux côtés de son pays après un accord cadre conclu à Washington avec Israël en vue d'une paix durable. Dans une lettre de félicitations à son homologue américain pour les 250 ans des États-Unis, le président libanais l'appelle à continuer à se tenir constamment aux côtés des causes justes et équitables du Liban et de son armée pour ouvrir une nouvelle page de paix, selon un communiqué de la présidence. Et on va parler de l'Ukraine qui a été attaquée par 79 drones russes dans la nuit, selon l'armée de l'air ukrainienne, chose que la Russie a confirmée. Effectivement, la Russie a attaqué le territoire ukrainien avec 79 drones d'attaque de type Shahed et des drones leurres, rapporte l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué donc officiel. Et nous avons aussi appris un mort dans l'attaque d'une station-service ukrainienne à Izium. Et comment ne pas parler d'actualité sans revenir sur l'exploit des pharaons? Vous le savez, l'Égypte brille dans la Coupe du Monde. Effectivement, nous étions entre espoir, surprise et à présent, nous avons des attentes à n'en pas finir. Et oui, ils l'ont fait. Jusqu'où ira-t-on? On ne sait pas, mais en tout cas, mardi à 19 h, nous aurons la réponse avec cette rencontre face au géant, l'Argentine. Je vous propose tout de suite de voir un aperçu de leur parcours historique après 92 ans de sport international confirmé, de football international confirmé et 7 victoires en Coupe d'Afrique. Les Pharaons devaient marquer le coup lors de cette Coupe du Monde. Une explosion de joie qui libère près d'un siècle de frustration. Dans les rues du Caire, d'Alexandrie et de tout le pays, l'Égypte ne dort plus. En se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, les Pharaons viennent de signer un exploit qui dépasse le simple cadre sportif. Pour ce géant du football, 7 fois champion d'Afrique, cette qualification est une délivrance attendue depuis 92 ans. Depuis sa première participation historique en 1934, l'Égypte courait après ce rendez-vous avec l'histoire. Le plafond de verre est enfin brisé, et c'est tout l'espace public qui s'en trouve aujourd'hui redessiné. Les terrasses des cafés débordent sur le trottoir, transformant chaque ruelle en une tribune à ciel ouvert. Pour les commerçants, cette épopée offre un appel d'air économique inespéré. Les ventes de maillots s'envolent et les places devant les écrans s'arrachent désormais à prix d'or. Au-delà des chiffres, c'est un puissant vecteur d'unité et de transmission. Dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 30 ans, ce parcours crée de nouveaux repères et dope la fierté nationale. Le football redevient le grand projet fédérateur, capable de rassembler toutes les classes sociales. À l'aube de ce huitième de finale historique, l'Égypte retient son souffle. Le pays a déjà gagné son plus beau pari. Rappeler au monde entier qu'il est une immense et éternelle terre de football, reste maintenant à prolonger le rêve, un match après l'autre.
Allez, place à présent à nos sujets débats. Venons-en à notre premier grand dossier. On va parler de Gaza, où les négociations pour transformer la trêve en un règlement durable piétinent et les discussions achoppent cruellement sur la transition vers la fameuse phase 2 du plan de paix. Dans les coulisses de cette crise complexe, le Caire s'impose une nouvelle fois comme l'interlocuteur incontournable pour éviter la rupture. Pour décrypter cette impasse justement et voir qu'en est-il des aides humanitaires promises, mais aussi de ce fameux pacte de paix qui devait entrer dans sa phase 2 depuis déjà un moment, je propose d'envoyer un compte rendu et ensuite nous accueillerons notre invité pour en parler. À Gaza, les armes ne sont pas totalement tues et l'espoir d'un règlement global semble se heurter une fois de plus au mur de réalité technique. Si la phase initiale a permis de dessiner les contours d'une trêve, la fameuse phase 2, censée acter un cessez-le-feu permanent et la reconstruction de l'enclave, patine. Au cœur du blocage, la question ultra-sensible de la gouvernance civile et du contrôle de la frontière. Les lignes de front restent figées, marquées par une profonde crise de confiance mutuelle qui paralyse l'avancée politique. Face à cette intransigeance, le Caire refuse pourtant de laisser les canaux de discussion s'effondrer. En coulisses, la diplomatie égyptienne s'active jour et nuit pour transformer ce cessez-le-feu précaire en un accord global vital. Elle doit naviguer à vue entre un Hamas soumis à une pression extrême et des exigences sécuritaires régionales de plus en plus lourdes. Le défi pour le Caire a désormais changé de nature. Il ne s'agit plus seulement d'arrêter les combats dans l'urgence, mais de poser la première pierre d'une gouvernance civile et de bâtir l'après.
Mesdames et messieurs, de retour parmi vous et justement pour décrypter cette actualité à Gaza, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur notre plateau Monsieur Amr Zouhairi, journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors justement, nos téléspectateurs certainement ont suivi avec nous cette actualité. Nous avions un accord qui avait été conclu par différents chefs d'État, l'accord de Sharm el-Sheikh, qui prévoyait donc différentes phases pour trouver un accord de paix dans la bande de Gaza. La phase 1 est terminée. On s'attendait à ce qu'il y ait une phase 2. Pouvez-vous nous rappeler d'abord à notre cher téléspectateur en quoi consiste cette phase 2? Oui, malheureusement, dans ce contexte international avec le conflit israélo-libanais d'un côté et la continuité dans la crise américano-iranienne, le conflit israélo-palestinien dans la question de Gaza avec le massacre qui a été perpétré avec un génocide questionné devant les instances internationales, n'est pas une priorité. Mais quand même, la deuxième phase de l'accord qui consiste à avoir une reconstruction, le minimum de la construction nécessaire pour la population, pour avoir le nécessaire qui est en manque actuellement à Gaza. Depuis l'hiver dernier, la population affronte une situation catastrophique et ça continue. Et cela n'empêche aucunement cet accord à la phase 1 les attaques à basse intensité israélienne quotidiennement. La journée ne se termine pas avec plusieurs martyrs du côté palestinien. Donc la situation, elle est catastrophique et la diplomatie égyptienne met tous ses moyens pour avoir une amélioration au quotidien du citoyen gazaoui. En tant que journaliste, justement, vous pensez que ce sont les médias qui parlent de moins en moins de Gaza de par l'actualité internationale, voire régionale, ou bien l'actualité peut-être qu'il y a entre les États-Unis et l'Iran fait qu'effectivement le monde se focalise sur ses intérêts économiques avec le détroit d'Ormuz au détriment des Palestiniens? Oui, sans doute, malheureusement, la non-conclusion des étapes pour faire apparaître les dirigeants israéliens devant les instances de justice internationale a été traduit par un sentiment d'impunité pour Israël dans l'ensemble de la communauté internationale. Donc cela a mis défaut à l'avancement dans les différents dossiers. Mais actuellement, un deuxième État palestinien, sans doute, a créé, c'est une étape très importante et à prévoir, mais il y a des difficultés immenses à traverser. Et le premier pas, c'est apaiser les tensions, arrêter le massacre, à fournir le nécessaire de nourriture, d'habits et besoins à la population. Et puis, étape par étape, sans doute, il y aurait une amélioration dans la situation. Est-ce que vous pensez que c'est volontaire le fait de ne pas autant parler de Gaza dans les médias occidentaux? C'est-à-dire que la couverture médiatique est surtout focalisée, comme je vous le disais, avec le conflit. Au contraire, je trouve que le sujet palestinien n'a jamais été évoqué en Europe, dans le monde entier, avec cette ampleur qu'actuellement, mais la défense, ou comment dire, la force de défense, si on pourrait se permettre d'utiliser l'expression médiatique qu'utilise l'agresseur, donc celui qui est accusé de commettre un génocide, elle est assez forte pour blesser toute réalisation concrète au sein des Nations Unies ou au sein des instances qui pourraient prendre une décision différente ou cruciale sur ce dossier. Alors, j'imagine que vous suivez la Coupe du Monde comme beaucoup de monde. C'est vrai que cette édition est fortement marquée
par la présence palestinienne. C'est-à-dire que des messages, même si effectivement la politique n'a pas le droit de s'inviter au foot, on voit les drapeaux palestiniens lors de chaque, de chaque délégation qui vient jouer dans les gradins. Effectivement, les délégations africaines, arabes et même autres représentent le drapeau palestinien. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire cette conscience populaire est beaucoup plus importante que la conscience médiatique sur la cause palestinienne? Sans doute aux États-Unis comme au Mexique et au Canada. Ce que je pense, ce que j'ai entendu, que dans les boutiques new-yorkaises, vous trouverez plus des choses affiliées à la Coupe du Monde qu'affiliées à la 250e commémoration des États-Unis. Donc sans doute c'est un événement avec une très grande ampleur et qui marque l'histoire, mais ça reste aussi aux États-Unis très limité parce qu'ils s'intéressent plus au football américain, au baseball, etc., au NBA, donc au basket. Donc c'est autre chose. Mais sans doute, c'est la deuxième fois, à côté de 1994, que les États-Unis accueillent la Coupe du Monde, et c'est la deuxième également pour le Mexique, ce qui est bien, et la première pour le Canada. Donc il y a le FIFA a gagné du terrain, l'Égypte et le Maroc montrent des performances assez magnifiques. Certainement. Oui, sur le dossier politique, ce qui était affligé aux l'équipe iranienne, avec sans période de récupération, après le match, ni permission d'y entrer, d'y accéder au stade avant. Ça complète ce qui est, nous sommes obligés aujourd'hui également de présenter nos condoléances au peuple iranien pour le décès de son guide suprême, et on lui souhaite le meilleur pour le nouveau. Mais le politique ne peut pas se dissocier du football comme avant. Actuellement, sans doute, les messages politiques ont été transmis, mais au niveau où, sur la question palestinienne, la route reste longue pour éviter un veto américain pour la reconnaissance d'un État palestinien ou Certainement. Mais est-ce que vous, dans votre carrière de journaliste, vous avez vu ce phénomène de masse en faveur de la Palestine, justement? C'est-à-dire que là, on le voit dans les quatre coins du monde, il y a des manifestations qui descendent dans les rues, qui sortent dans les rues pour pouvoir réclamer le droit des Palestiniens. Est-ce que ça s'était déjà vu À une certaine époque, si vous vous souvenez de l'époque où il y avait l'Intifada? Oui, l'Intifada, la deuxième également, Doha, tout cela, ça a été dans ce qui était une génération qui, nos prédécesseurs, sans doute, ils ont d'autres souvenirs. Donc, la cause palestinienne garde du terrain, mais malheureusement, elle affronte une opposition très radicale qui lui, malheureusement, nie l'existence, même au niveau humain, et cela a été traduit par un génocide qui a sauté, qui est pour la première fois de l'histoire, qui était en direct. Donc cela me semble, parce qu'il y a plusieurs niveaux, il y a le niveau populaire, il y a le niveau de ceux qui prennent les décisions, ceux qui dirigent le gouvernement, etc. Sur certains niveaux, la cause palestinienne a gagné de l'empathie, de la sympathie, et avec une reconnaissance de situations de victimes. Sans doute, là, ce qui se passe est atroce, et malheureusement, ça continue. Est-ce qu'avec les nouveaux médias, les réseaux sociaux, les choses vont de plus en plus rapidement? C'est-à-dire que, comme vous l'avez mentionné, lors de l'intifada, la première et la deuxième, c'est vrai que les images étaient limitées. On nous montrait que ce qu'ils voulaient qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être pas différent?
tout le temps dépendait du contexte socio-politique et sociologique et social dans les pays. Je me souviens à cette époque, je suivais très bien la presse quotidienne française et il n'y avait pas un numéro sans un sujet sur la Palestine. Actuellement, la situation a complètement changé. Donc, ça dépend d'un pays à un autre. Aujourd'hui, en Espagne, vous trouverez un soutien sans doute pour la cause palestinienne, mais par contre dans d'autres pays, aux États-Unis, etc., où la décision reste plutôt importante. Là-bas, c'est eux qui décident malheureusement pour les autres actuellement, donc elle n'a pas encore gagné cette ampleur. Et justement, les décideurs, est-ce qu'ils ont changé? C'est-à-dire que vous avez mentionné l'Espagne, effectivement, qui le montre ouvertement. Est-ce qu'aujourd'hui, les langues se sont débloquées? Est-ce qu'on ose plus montrer notre solidarité avec le peuple palestinien? Cela dépend des contextes. On a vu, un joueur comme Yamin Yamal au moment quand il a brandi le drapeau palestinien, ça n'a pas empêché les critiques contre lui. Donc c'est une question comment dire, d'affrontement, mais cet affrontement doit être symbolique et se doit s'instaurer par une volonté de paix des deux côtés. Donc actuellement, la victime, elle veut la paix parce qu'elle est en situation de défense déplorable et en situation humanitaire très difficile. Mais il faut garantir que cette volonté de paix, avec l'accord international et l'aide internationale, ce sentiment doit se recréer ce qui était dans... Si vous me parlez de mon souvenir, je me souviens de ce qui était en Israël appelé la paix maintenant et des mouvements pour la paix en Israël qui étaient créés au centre des années 90 au moment où les accords d'Oslo avant et après, etc. Après cette voie de négociation et ce qui était débloqué peut-être par des échecs en Cisjordanie de l'autorité palestinienne, mais cette voie doit rester ouverte et cette porte doit rester ouverte pour une possible continuité pour un État palestinien fiable et reconnu par l'ensemble de la communauté internationale. Alors, on va passer à présent à notre deuxième sujet, celui concernant la redéfinition du rôle régional de l'Égypte. Car oui, effectivement, au-delà de cette gestion de crise immédiate à nos frontières, c'est toute la doctrine géopolitique du pays qui change. L'Égypte qui s'invite dans les réunions internationales pour pouvoir gérer différentes crises, que ce soit la crise libyenne, la crise soudanaise, le conflit palestinien, mais également la crise ou la guerre américano-iranienne. Bref, voyons ensemble en images ces différentes crises auxquelles l'Égypte a pris part en tant que négociatrice ou en tant que diplomatie étrangère. Et on se retrouve tout de suite après. Au carrefour de l'Afrique et du Moyen-Orient, l'Égypte redessine sa posture diplomatique pour s'affirmer comme l'ancre de stabilité d'une région en pleine mutation. Face à la multiplicité des crises qui l'entourent, le Caire ne choisit pas la confrontation, mais s'impose comme le médiateur de premier plan, capable de dialoguer avec toutes les parties prenantes. Cette capacité d'influence se déploie sur tous les fronts. Au-delà de son rôle historique de facilitateur à Gaza, la diplomatie égyptienne œuvre activement à la réconciliation en Libye et multiplie les initiatives pour parrainer un dialogue de paix durable au Soudan. Sur l'axe stratégique de la mer Rouge, le Caire conjugue la protection de la souveraineté maritime avec le maintien des flux du commerce mondial. En refusant les alignements stricts sur des blocs exclusifs, l'Égypte transforme sa centralité géographique en une force de proposition. Cette doctrine de médiation pragmatique porte une vision claire, démontrer qu'aucune solution durable au Moyen-Orient ou en Afrique ne peut se construire sans l'accord et l'expertise du Caire, garant incontournable de l'équilibre régional.
Alors on a pu lire dans la presse que l'Égypte était le pivot de la stabilité régionale. Est-ce que c'est le cas? Oui, sans doute. Oui, avec un pays assez pesant démographiquement, et également avec une part qui reste un pays stable dans la région, entouré par des tensions systémiques, on pourrait l'appeler ainsi, dans plusieurs pays d'à côté. Donc sans doute l'Égypte c'est un pays avec une diplomatie et un poids pesant sur le monde, les relations internationales. C'est sa position géographique qui en Et fait... démographique également, et centrale au niveau beaucoup de choses. Dans beaucoup de projets de l'Égypte ont essayé de se baser à ce positionnement géographique assez intéressant entre deux mers et pas loin de plusieurs... Donc finalement c'est une bénédiction ou une malédiction? Oui, sans doute, c'est une bénédiction divine, oui, pour l'Égypte, sans doute. Oui, alors c'est vrai qu'on l'a noté dans le commentaire, l'Égypte est prise par différents conflits autour Et d'elle. également avec une volonté d'apaisement et d'installer la paix. Cela et avec un plan futur, à l'instar peut-être de ceux des partis communistes chinois qui ont été appliqués, d'installer une nouvelle Égypte en 2030 et après trouver une stabilité et un apaisement dans la région et à partir de cette stabilité dans le pays. Alors justement, comme je vous le disais, l'Égypte est entourée de différents conflits dont elle a été mêlée de par ses frontières et sollicitée effectivement. Donc on a la crise libyenne, la crise soudanaise, auxquelles effectivement nous avons été sollicités, mêlés, et c'est comme si finalement ces pays-là aussi dépendaient de nous, puisque on voit une communauté soudanaise s'est installée en Égypte pour retrouver refuge. La Syrie, lorsqu'elle a éclaté, également, ils ont retrouvé refuge en Égypte. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Égypte est la terre d'accueil pour ces différentes populations? Oui, sans doute. Et cela, on peut l'associer également de ce rôle qu'a accepté l'Égypte de jouer depuis la révolution de 1952 en tant qu'un pays arabe qui est un pays important qui représente les Arabes au sein du mouvement de non-alignement, donc celle de l'Inde, de la Chine, de l'ancienne Yougoslavie. Et l'Égypte participait en tant que représentante du monde arabe avec cette ampleur que représentait le président Nasser. Et c'est ça, donc depuis ce moment-là, pour les pays arabes, l'Égypte, elle est devenue son deuxième pays naturel. Et donc, ce que les citoyens arabes qui ont des difficultés dans leur pays se dirigent pour venir en Égypte, cela c'est normal, je trouve. Est-ce que l'Égypte, en quelque sorte, la diplomatie est née chez elle depuis toujours? Depuis longtemps, oui, depuis peut-être les pharaons sans doute. Et depuis le temps de Cléopâtre, même avant, avec donc, non, les diplomaties égyptiennes, elles étaient tout donc c'est un art que nous avons depuis longtemps. À l'instauration du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est quelque chose ancré dans ce qui était ou représentait la direction du pays et ce qui garde toujours un sens de ce qui pourrait être le plus important, au sens de l'honneur, de ce qui est le mieux pour l'humanité et pour l'ensemble de la population. Alors, je vous l'avais promis, on va discuter de cette Coupe du Monde qui fait beaucoup couler d'encre. Alors, justement, c'était inespéré, on va le dire de manière transparente, que l'équipe nationale arrive à ce stade. C'est une première. Oui, c'est une première, mais désespéré au niveau... Inespéré au niveau... Désespéré au niveau... De quel niveau?
C'était inespéré de par notre expérience en Coupe du Monde. Oui, oui, exactement. De ce côté-là, je suis complètement d'accord avec vous. Mais au niveau du classement FIFA, par exemple, la sélection égyptienne, elle est mieux classée que celle australienne. Qu'est-ce qui fait qu'en 92 ans, 7 fois champion d'Afrique, nous n'avons pas réussi à marquer l'histoire en Coupe du Monde? On y va là maintenant, c'est le moment de le faire, je pense. Et donc il faut souhaiter une meilleure chance pour la sélection égyptienne. Et il ne faut pas oublier qu'au sein de la dernière Coupe du Monde au Qatar, l'Argentine a été tenue en échec par l'Arabie Saoudite 1-0. Et l'autre chose, 8e de finale contre le Cap-Vert, qui représente également... Qui était excellent, qui était royal. Oui, exactement, très belle, une excellente représentation. Le Cap-Vert, je pense que c'était la meilleure équipe. C'est une excellente exactement. équipe, oui, donc 3-2, donc il y a quelque chose à faire ce mardi, Inch'Allah, et on croise les doigts. Alors justement, on croise les doigts effectivement, et on espère que les Pharaons marqueront à nouveau les esprits lors de cette rencontre. Mais c'est vrai qu'on l'a vu, on a un autre état d'esprit de l'équipe. C'est-à-dire que lorsqu'on lit la presse internationale, on note surtout cet esprit d'équipe et la bonne ambiance des gradins. Puisque les Égyptiens sont partout, on l'a vu, et on a l'impression que dans les gradins, on est comme à la maison. C'est vrai, c'est vrai. Ça pourrait être un stade à Alexandrie, à Bourg el Arab ou au stade du Caire, c'est la même chose. La diaspora égyptienne. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que c'est ça qui fait la différence? Oui, sans doute, cela donne une pulsion émotionnelle pour les joueurs et le pousse à jouer mieux, mais ce qui est à voir dans l'équipe de Hossam Hassan, qu'il joue à un football complet, qu'il n'hésite pas à défendre, à attaquer. Donc il a des atouts, il a des cartes, il a une équipe telle qu'elle est. Et il faut qu'il utilise ses atouts selon les moments de match. On a vu devant l'Australie, jusqu'à minute 70, l'équipe a été en difficulté, il a fait un changement, il a pu contrôler le jeu. Donc, il a le pouvoir et la capacité de gagner, on avait vu le chef de l'État qui avait dit lors d'une conférence nous n'aurons plus d'entraîneurs étrangers. Ce sera dorénavant un entraîneur égyptien. Oui, j'espère bien, oui, sans doute. Est-ce que c'est ce qui fait la différence aussi au niveau des joueurs? Ceux qui ont marqué l'histoire, durant l'histoire du football égyptien, ils étaient tous égyptiens. Donc, le dernier, Hassan Shahata. Hassan Shahata, sans doute, et Hossam Hassan, donc le troisième, pour ne citer que trois. Donc, avec la sélection nationale, la performance de sélectionneurs nationaux, elle est magnifique parce que ce qui était reproché à Hossam Hassan, il disait c'est un aficionado qui joue, c'est quelqu'un qui supporte le match, il est avec ses nerfs avec le match, il s'énerve, c'est quelqu'un qui joue le jeu. On le voit même bouger de la jambe, on a l'impression que lorsque le joueur tire... C'était un sujet avec beaucoup d'humour, mais c'est bien, il a marqué sans doute Hossam Hassan, le sélectionneur de... C'est vrai qu'on a l'impression que Hossam Hassan n'est pas en train de faire tous ces efforts-là pour son CV plus tard. Oui, il le fait pour lui. Esprit d'équipe. Exactement, il le fait pour lui en tant qu'Égyptien. Oui, sans doute. Et c'est cet esprit d'équipe qui fait gagner cette équipe, sans doute. Parce que c'est ça qui fait la différence. Parce qu'on a vu devant plusieurs d'autres équipes que les joueurs ils sont moins grands, etc. Mais avec cette intelligence de jeu, ils peuvent y aller loin, Inch'Allah. Alors, nous avons vu également des nouveaux visages, c'est-à-dire qu'on a longtemps reproché à l'entraîneur d'avoir écarté certains noms et d'avoir pris au contraire des jeunes qui peut-être n'avaient aucune expérience. Nous avons le plus jeune joueur de cette compétition, exactement, qui est le plus jeune joueur de la compétition, qui d'ailleurs va briller, on l'espère, au Barça. On a également, la compétition également, Inch'Allah. Exactement, on a énormément de visages, de nouveaux visages. Est-ce que finalement le public devrait laisser l'entraîneur
fait ce qu'il a à faire, sans doute, oui. Et cela s'inscrit également dans les bonnes surprises qu'a Hassan Shahat, donc le maître, qui a fait durant ces 3 Coupes d'Afrique consécutives où il a gagné, parce qu'il faisait entrer des joueurs inconnus du grand public et qui faisaient la différence. Donc cette action s'inscrit dans cette continuité. Hossam Hassad aussi, lorsqu'il était joueur, a participé en 90. Il était encore tout jeune et, Ouais. on ne le connaissait pas sur le terrain et pourtant il a fait partie des plus grands joueurs de l'histoire d'Égypte. Oui, sans doute, c'est un des meilleurs buteurs de la sélection égyptienne, oui, et avec le meilleur score donc de buts qui reste peut-être... Qui peut-être va être devancé par Mohamed Salah, il va être peut-être battu par Mohamed Salah. C'est une possibilité, on espère bien. Mais ce qu'il y a bien dans cet homme, il ne joue pas pour lui-même, il joue pour les autres. Et ça se voit très bien qu'il aime ce pays, il aime les gens et il prend plaisir à faire jouer ses joueurs. On a vu également que les joueurs sont très protégés par la fédération égyptienne. C'est-à-dire que lors de la conférence de presse qui s'est tenue après le match, il y a eu une mauvaise plaisanterie de la part d'un journaliste égyptien adressé à Rami Rabia concernant un joueur. Ce journaliste a été écarté avant pour mauvaise conduite. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin qu'il y ait un esprit national autour de cette compétition, qu'il est temps de se souder et non de diviser? Sans doute, oui, mais il faut mettre toutes les choses dans leur contexte et toutes les choses dans leur mesure. Donc il faut jouer à fond, il ne faut pas... franchement, malheureusement, j'ai pas entendu cette question, je sais pas, c'était à propos de Mohamed Hani. Ce qui s'est passé, non, c'est quelque chose qui arrive, il y a rien, c'est dans le jeu. Et le plus important, qu'il reste concentré, ce qui s'est passé est passé. L'histoire reste à être écrite et Mohamed Hani fait partie de cette équipe qui peut écrire l'histoire. Est-ce que le foot va, comme autrefois, rassembler les peuples? C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu les rues égyptiennes autant rouges de monde, on ne va pas dire noires de monde, autant rouges de monde. Ils ont passé une nuit blanche pour célébrer cette victoire. Oui, ça nous a rappelé un petit peu les Coupes d'Afrique, hein, où vraiment les gens descendaient dans la rue. On n'avait pas eu cette même joie. Est-ce que c'est le grand retour du football égyptien? On espère bien, oui, sans doute, on espère bien. Mais oui, pourquoi pas. On verra bien, mais c'est un retour et c'est un exploit pour la première fois, donc pour arriver à la 8e de finale. Donc on espère bien qu'ils iront plus loin. Mais déjà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils doivent continuer à faire ce qu'ils aimeraient faire et est-ce que nous aimons les voir faire, Inch'Allah. Cet amour de nos pays voisins qui nous ont prouvé lors de notre qualification, c'est-à-dire que il n'y avait pas que les Égyptiens qui étaient derrière les Égyptiens. Hassan a dédié cette victoire comme au peuple palestinien. On a vu des écrans de fortune au milieu des décombres, des Gazaouis en train de, au milieu des décombres, en train de regarder et suivre le match et d'encourager l'Égypte. Les autres capitales du monde arabe, donc. Je pense que, et ça, c'est l'atout de ce qui est égyptien, parce que notre dialecte il est compris, notre culture elle est bien acceptée par l'ensemble du monde arabe. Donc cette joie, elle est réelle, c'est vrai, dans l'ensemble du peuple, de la rue égyptienne et dans l'ensemble de la rue arabe. On n'a plus qu'à leur souhaiter bonne chance. Oui, et on croise les doigts. Amr Zoheri, merci à vous d'avoir été des nôtres pour notre lancement de notre émission Oracle du Nil. Très bonne soirée à vous. Merci. À vous aussi. Merci très chers téléspectateurs d'avoir été au rendez-vous. On vous donne donc ce même rendez-vous tous les soirs de 19h à 20h sur Night TV International pour décrypter l'actualité.